France Info et France 24 présentent Bonjour, il est dans toutes les têtes depuis maintenant 3 semaines et l'invasion russe de l'Ukraine. Le risque nucléaire, qu'il soit volontaire ou accidentel, n'est désormais plus une fiction. Et si la perspective d'un anéantissement total devenait à nouveau possible? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états. Avec vous, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Mais d'abord, écoutez ce que disait cette semaine, c'était sur France 24, le gendarme du nucléaire, le patron de l'AIEA. On est très inquiet de la situation en général en Ukraine pour ce qui concerne la sûreté et la sécurité de toutes les installations nucléaires. Un accident nucléaire, ce serait un événement majeur. Pour que ça arrive, on devrait se situer peut-être dans un scénario extrême, mais qui n'est pas à exclure. Donc, dans la sécurité nucléaire, dans la sûreté nucléaire, il faut jamais laisser rien livré au hasard. Alors justement, Florence Thiel, où se trouvent aujourd'hui les points sensibles en Ukraine, ces centrales nucléaires proches des zones de combat? Eh bien, regardez, en total, il y en a 5 sur l'ensemble du territoire. L'Ukraine dispose au total de 15 réacteurs en tout sur son territoire. Alors, depuis le début du conflit, eh bien, 2 de ces centrales sont tombées aux mains des forces russes. La plus grande centrale d'Europe située ici à Zaporizhia, et puis la centrale ici au nord du pays, la centrale de Tchernobyl. Alors, cette centrale, elle est à l'arrêt, mais elle représente toujours un danger à chaque fois que les forces russes ont pris le contrôle des centrales nucléaires, eh bien, elles ont obligé le personnel à rester sur place. Ce risque, Benjamin Haute-Couverture, celui qu'un dommage causé à l'une de ces centrales fait peser sur nos populations, il vous semble réel ou exagéré aujourd'hui? Bonjour, écoutez, ça dépend de quel risque on parle et ça dépend de quelle population on parle. S'il est question de la population alentour, éventuellement, il pourrait y avoir un risque et des risques de radioactivité, disons résiduels. Si une munition atteint un endroit critique où il y a d'autres raisons de faire augmenter la radiation. Maintenant, s'il s'agit d'un accident nucléaire tel qu'on l'a tous en tête, en se rappelant Tchernobyl ou la centrale japonaise, il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, probablement non en réalité. Parce que pour ça, il faudrait que ces réacteurs nucléaires, il y en a 15 en Ukraine, soient des cibles. Or, il y a peu de chances pour que ce soit des cibles de guerre, des cibles opérationnelles. Vous ne voyez pas d'acte délibéré des belligérants, en l'occurrence de la Russie, pour causer un accident nucléaire? Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Or, maintenant, la guerre a 3 semaines. Il y a eu des dommages apportés sur des bâtiments annexes. Les réacteurs n'ont pas été touchés. Les enceintes de confinement n'ont pas été touchées. Les piscines de refroidissement du combustible usagé n'ont pas été touchées. Ça veut donc dire que ce ne sont pas des cibles et que les Russes n'ont pas choisi délibérément d'endommager les centrales pour perturber leur fonctionnement ou pour générer de la radioactivité. Non. Dans quel état se trouvent justement ces installations nucléaires par rapport à ce qu'on pourrait appeler des standards européens? Bien sûr. Écoutez, ce sont des installations qui fonctionnent sur la base de réacteurs nucléaires pour la minorité VVR 440, mais surtout des VVR 1000, qui sont des réacteurs de fabrication russe, qui ont été fournis dans les années 80 et 90, qui ont une durée de vie qui a été portée de 35 à 50 ans, qui aujourd'hui sont tous totalement fonctionnels, qui sont supervisés par une autorité de régulation qui elle-même est supervisée, si je puis dire, par l'Agence internationale de l'énergie atomique dont c'est le travail. Et par conséquent, le parc nucléaire ukrainien est tout à fait fiable, sûr et sécure, d'autant plus que l'Ukraine a fait partie des États qui ont profité des sommets sur la sécurité nucléaire que voulait le président Obama et qui ont été organisés entre 2010 et 2016 et qui ont permis à ce pays, comme aux autres, de relever le niveau d'attention systématique, que ce soit pour des questions de sûreté, c'est-à-dire accidentelle, ou de sécurité face à des actes malveillants. Alors on a vu très rapidement dans cette guerre justement le nucléaire devenir un enjeu. D'abord Tchernobyl, puis le 4 mars dernier, la plus importante centrale d'Ukraine, celle de Zaporizhia. Laurence Naon nous en dit plus pour France Télévisions.
En plein cœur de la nuit ukrainienne, des bombardements et des explosions. La plus grande centrale nucléaire d'Europe vient d'être attaquée. Les tirs des chars russes ont atteint l'installation de Zaporijia, provoquant un incendie. Le porte-parole de la centrale lance un appel d'urgence. Nous demandons l'arrêt des frappes à l'arme lourde sur la centrale de Zaporijia. Je répète, arrêtez les frappes à l'arme lourde. Pendant de longues minutes, les pompiers ukrainiens sont bloqués par les troupes russes avant de pouvoir enfin accéder au site. Le président Zelensky accuse Vladimir Poutine de recourir à la terreur nucléaire. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. C'est l'évacuation de l'Europe. Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire. Aucun des 6 réacteurs de la centrale n'a été atteint. Seuls un laboratoire et un bâtiment administratif à côté ont été touchés et l'incendie est maîtrisé. Il n'y a eu aucun rejet de matière radioactive. Depuis quelques jours, hommes en armes et simples civils tentaient de former une chaîne humaine pour défendre la centrale. À l'hôpital de la ville, les blessés arrivent de plus en plus nombreux, touchés après d'âpres combats. Ils attaquent une centrale nucléaire. Toute l'Europe. Tout le monde est en danger. Poutine est un fou. Pour justifier l'attaque de la centrale, le porte-parole du ministère de la Défense russe affirme que l'armée n'a fait que répliquer à ce qu'il appelle une provocation ukrainienne. Le but de la provocation du régime de Kiev dans une installation nucléaire est une tentative d'accuser la Russie de créer une source de contamination radioactive. L'armée russe occupe désormais la plus grosse installation nucléaire d'Europe. Prendre le contrôle d'une centrale, Benjamin Haute-Couverture, dans quel but ? Si ce n'est pour s'en servir comme une arme, comme vous l'avez dit, c'est quoi ? C'est contrôler le pays via son énergie ? Il y a plusieurs choses en l'occurrence. Il y a une dimension de symbole qui est assez importante, parce qu'effectivement, ce sont des infrastructures critiques. Donc quand vous prenez le contrôle d'une centrale, de 2 centrales, et que vous vous rapprochez, les autres sont plus au centre et à l'ouest du pays, mais vous vous rapprochez de la souveraineté énergétique du pays, que vous reprenez à votre charge, dont vous reprenez le contrôle. Et en l'occurrence, s'agissant de la Russie, c'est pas tout à fait anodin, parce que l'Ukraine, qui est très dépendante de la Russie pour ses réacteurs, qui l'est également pour son combustible nucléaire, a pris son autonomie, pas son indépendance, mais son autonomie de plus en plus depuis une dizaine d'années, en diversifiant ses sources d'approvisionnement, etc., etc. Et c'est une manière d'ailleurs pour elle de se rapprocher de l'Union européenne, un petit peu tel que l'avaient fait un peu les pères fondateurs de l'Union européenne dans les années 50. Et ce faisant, c'est une manière très forte, politique et symbolique pour les Russes, de dire nous reprenons le pouvoir sur ce pays via les infrastructures critiques qui sont nucléaires. Et le nucléaire, naturellement aussi, véhicule un certain nombre de fantasmes et de peurs, donc c'est quand même pas anodin. Après cette prise, on l'a vu à Sierokomolez de Zaporijia, c'est l'alimentation électrique de Tchernobyl qui était interrompue. On nous dit, pas de problème, si une fuite se produisait, est-ce qu'on le saurait ou bien ce serait le blackout comme en 87, c'est-à-dire le nuage qui passe à proximité ? Alors, en l'occurrence, on nous a dit pas de problème et on a eu peut-être raison de le faire. Je prends des précautions, se disant, pourquoi ? Parce qu'il y a des générateurs alternatifs au diesel qui auraient fonctionné de toute façon pendant 48 heures et qui ont commencé à fonctionner. Et ensuite, parce que l'alimentation électrique, via le réseau de distribution qui avait été endommagé, a été rétablie très vite. Et on savait qu'il y avait quand même quelques jours comme ça où la centrale pouvait continuer de fonctionner. En particulier, c'était les piscines. Les piscines n'avaient pas besoin forcément d'électricité pour continuer à refroidir le combustible qui était à l'intérieur. Donc il n'y avait pas de risque, si vous voulez, de fuite radioactive importante. Si demain il y en a, on le saura, vous pensez ? Alors, si demain il y en a, on le saura d'abord parce qu'on n'est plus dans le même monde qu'en 1986 et que par conséquent la communication est plus rapide, les images sont plus rapides, la prise de conscience aussi de tout le monde, y compris de nous tous en Europe, est beaucoup plus rapide. Et puis il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce gendarme du nucléaire civil comme militaire, qui joue son rôle très efficacement. Mais elle contrôle ce qui s'y passe. On nous dit les caméras vidéo, par exemple, sont éteintes. Quand Grossi parlait des caméras vidéo qui étaient éteintes, il parlait de quoi ? Il parlait des caméras vidéo qui sont capables de vérifier, dans le cadre d'un accord de garantie entre l'AIEA et l'Ukraine, qu'il n'y a pas de diversion entre les matières nucléaires et leur usage civil vers un usage militaire. C'est très particulier. Sinon, l'AIEA n'a pas à surveiller comment fonctionne une centrale, si vous voulez. C'est le régulateur ukrainien qui le fait, c'est son job, et il le fait tout à fait professionnellement, il n'y a aucune raison d'en douter.
Les gendarmes du nucléaire, en tout cas, ont paru inquiets. C'est la première fois, en effet, qu'une guerre se déroule dans un pays avec, sur place, des centrales nucléaires. N'est-ce pas, Vianney Lorin, vous qui êtes à Vienne, au siège de l'AIEA pour France 24? Inquiétude tout d'abord face à la situation dans la centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe qui compte 6 réacteurs. Elle est contrôlée par les forces russes depuis 2 semaines et on se souvient notamment que des tirs sur le site avaient provoqué un incendie dans un bâtiment à proximité d'un réacteur. L'agence s'inquiète également de la situation à Tchernobyl, en particulier en ce qui concerne le personnel. Plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site et travaillent depuis 3 semaines sous surveillance russe dans des conditions de stress énormes et sans le repos nécessaire, selon Raphaël Grossi. Autant d'éléments qui lui font dire que le risque d'un accident nucléaire n'est pas à exclure, même si cela constituerait un scénario extrême. C'est pour cette raison que le directeur de l'agence s'est plusieurs fois dit prêt à se rendre en Ukraine ou ailleurs pour établir un cadre garantissant la sécurité des installations nucléaires. Il a rencontré en ce sens les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères la semaine dernière en Turquie. Des discussions constructives, selon Raphaël Grossi, qui n'ont toutefois pas encore abouti à un accord. S'en prendre à des sites nucléaires, Benjamin de Couverture, c'est contraire aux traités internationaux? Ah oui, c'est contraire à tout le droit international nucléaire civil, et en particulier aux principes fondateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont sont naturellement membres l'Ukraine comme la Russie, et en particulier 7 principes, dont l'intégrité physique des installations et la continuité de l'alimentation électrique. Donc c'est absolument, il n'y a aucun texte de droit qui permet de prendre un quelconque risque avec une installation nucléaire civile, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les forces russes ont pris une certaine liberté, mais une liberté relative quand même, hein, avec ces principes intangibles du droit nucléaire. Mais on s'est bien rendu compte qu'ils ne sont pas allés non plus trop loin. C'est-à-dire que les enceintes de confinement, les réacteurs n'ont jamais été ciblés, fort heureusement. Et quand on entend le Raphaël Grossi qui dit que les discussions ont été constructives en Russie, ça veut tout de même dire ce que ça veut dire. Parce que quand, en général, il n'a pas la langue dans sa poche, Grossi, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit publiquement. Guerre de terrain en tout cas, guerre de la com aussi. Le ministère russe de la Défense met en ligne de nombreux clips pour alimenter sa propagande, notamment celui autour de la désormais fameuse lettre Z. Son titre ne trompe pas, il s'intitule tout simplement « Nos héros ». Extrait. Et c'est déjà la fin de cette première partie du Monde dans tous ses états. Tout de suite, un journal sur France 24. On se retrouve juste après. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, on continue de se pencher sur le risque nucléaire à l'occasion de cette guerre en Ukraine. Avec vous, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Qui dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire dans le monde et avec quelle capacité, Florence Steele ? Eh bien, regardez, dans le monde, 9 pays disposent de l'arme nucléaire, mais parmi eux, seulement 2 pays possèdent 90% des armes atomiques. Il s'agit des États-Unis et de la Russie. La Russie qui est le pays le plus lourdement équipé. Elle dispose de 6255 ogives, 5550 pour les États-Unis. La Chine, elle, vient de dépasser notre pays avec 350 têtes nucléaires. La France n'en compte que 290 et le Royaume-Uni 225. La France est le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire, mais dans le cadre de la politique de dissuasion nucléaire de l'OTAN, eh bien, d'autres pays membres de l'Union européenne hébergent au sein de leur territoire des armes atomiques américaines. C'est par exemple le cas de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Allemagne ou encore de la Belgique. Et enfin, en dehors du Royaume-Uni, de l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie eh bien, ont également reçu des armes tactiques américaines au nom, là encore, du partage nucléaire.
Benjamin Haute-Couverture, en voyant à quel point la Russie aujourd'hui s'abrite derrière sa dissuasion nucléaire pour mener à bien l'invasion de l'Ukraine sans risquer d'être contrée, est-ce que ça ne risque pas de relancer le désir d'autres puissances de se doter, elles aussi, de l'arme nucléaire ? Écoutez, en tout cas, c'est une question qui se pose. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, en effet, je suis d'accord avec vous, que cette utilisation extrêmement coercitive et très dangereuse de la dissuasion nucléaire, surtout de la part d'un État qui est garant de l'ordre nucléaire mondial et de l'autorité du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, c'est absolument honteux, ça donne des idées parce que ça permet de se rendre compte que la dissuasion nucléaire fonctionne. Elle fonctionne à ce titre qu'effectivement, le territoire ukrainien où se passent les opérations est sanctuarisé. Et donc, il y a tout un tas d'États qui sont tout à fait attentifs à ce qui se passe et qui se disent que la dissuasion nucléaire utilisée de cette manière-là a peut-être de beaux jours devant elle. Quand on a dit ça, on n'a vraiment pas dit grand-chose parce qu'une fois qu'on se rend compte que ça fonctionne, se lancer dans un programme nucléaire militaire, l'aboutir et vivre avec, c'est-à-dire comme un paria du monde entier. C'est possible pour 1, 2, peut-être 3 pays dans le monde, pas tellement plus. C'est extrêmement difficile à vivre. Ceux qui en ont fait l'épreuve, en particulier la Corée du Nord, sont des États très très particuliers qui vivent en autarcie, qui vivent sur une défensive permanente sur le plan social, politique, même sans doute psychologique. Ce n'est pas possible et adaptable à l'immense majorité des États du monde, fort heureusement. En 2 mots, quels sont les traités qui encadrent aujourd'hui la non-prolifération ? Ouais, le grand traité qui encadre la non-prolifération, c'est le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui a été signé en 1968 et qui est entré en vigueur en 1970, c'est quasiment universel. C'est-à-dire qu'à part Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord qui a proclamé en sortir en janvier 2003, tout le monde en fait partie. Et tous ces États, à part les 5 États dotés au sens du traité sur la non-prolifération, sont des États non dotés de l'arme nucléaire. C'est-à-dire l'immense majorité des armes des États du monde. Par ailleurs, il y a des zones exemptes d'armes nucléaires dans le monde, c'est-à-dire quasiment la totalité de l'hémisphère sud. Il y a des traités, d'autres traités qui encadrent, qui empêchent un certain nombre de choses, si vous voulez, sur lesquelles c'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais le régime mondial de non-prolifération, en particulier de l'arme nucléaire, est quand même très étayé, est quand même très costaud, et il est vérifié en permanence par le département des garanties de cette même agence internationale de l'énergie atomique dirigée par en ce moment le diplomate argentin Rafael Grossi et qui veille grâce en particulier à ces caméras de surveillance que nous avons évoquées tout à l'heure, à ce que tous ces États qui ne sont pas dotés de l'arme nucléaire n'utilisent pas leur énergie nucléaire civile à des fins militaires et pour la plus grande partie des États du monde, ça fonctionne et ça fonctionne bien. En tout cas, pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rarement le risque nucléaire n'aura été aussi sérieux. Écoutez. Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. Du côté de Washington aussi, Loïc Delamornay, on prend la menace très au sérieux, vous qui êtes sur place pour France Télévisions. Alors c'est sûr que depuis des années, les services de renseignement américains, la CIA notamment, planchent sur le profil psychologique de Vladimir Poutine et encore plus ces dernières semaines pour répondre à cette question. La Russie serait-elle prête à aller jusqu'à une escalade nucléaire? Alors, avec les informations qu'on a pu rassembler ces derniers jours, il semble qu'il y a 2 théories qui s'affrontent en ce moment au sein du renseignement américain. La première est que non, Vladimir Poutine n'est pas fou, c'est quelqu'un de rationnel, de cohérent. Il a envahi l'Ukraine pour des raisons parfaitement cohérentes au départ, selon lui, à savoir que l'Ukraine n'est pas un vrai pays et ne résistera pas, que l'Occident est mou et pareil ne résistera pas, que finalement son armée russe est extrêmement puissante, toutes choses sur lesquelles il semble s'être très largement trompé, mais encore une fois à la base, c'était un calcul qui semblait rationnel et que donc, comme il est rationnel et logique, il n'ira pas jusqu'à appuyer sur le bouton nucléaire. L'autre théorie, qui est à l'opposé, dit au contraire que Vladimir Poutine en ce moment est de plus en plus acculé. On parle même du fait qu'il pourrait peut-être aller jusqu'à utiliser des petites armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des petites bombes atomiques, peut-être même en tout cas sur une région inhabitée, mais pour avoir un effet de choc, un effet de sidération sur le monde entier et qui donc ferait reculer politiquement l'Occident. En cela, c'est vrai que ce qui s'est passé il y a quelques jours avec finalement ce rétropédalage des Américains sur cette livraison d'avions de chasse à l'Ukraine semble peut-être accréditer cette hypothèse, à savoir que Vladimir Poutine est parti dans une course en avant, qu'il ne faut pas le provoquer, qu'il serait peut-être prêt à tout
En tout cas, on en est réduit, vous le voyez, à des suppositions, à des théories et surtout à une grande inquiétude. Vladimir Poutine peut-il décider seul d'engager le feu nucléaire? Benjamin Haute Couverture, qui décide du déclenchement de l'arme atomique en Russie? Constitutionnellement, c'est le président de la Fédération. Vladimir Poutine. Donc. Vladimir Poutine, donc, de fait. Comme d'ailleurs en France, article 15 de notre Constitution, c'est le président de la République. Donc c'est la même chose. Donc c'est lui qui décide. En revanche, la mise en œuvre de la chaîne de commandement nécessite d'entrer des codes cryptés qu'il doit partager. Est-ce que ça se fait de manière simultanée ou non? Ça, on ne le sait pas dans le détail, avec le ministre de la Défense et avec le chef d'état-major des armées. À partir du moment où ces ordres sont confirmés et envoyés, la chaîne de commandement continue, si vous voulez, jusqu'à sa réalité opérationnelle. C'est le principe, sans doute, du binomat qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux personnes, sur le plan opérationnel, tactique, in fine, qui doivent eux-mêmes déclencher le feu. C'est-à-dire, ça peut être un commandant en seconde, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, ou bien un pilote d'avion et son navigateur, etc., etc. Donc, à chaque fois, il y a plusieurs personnes, si vous voulez. Tout ça se faisant dans un relais de systèmes de communication spécifiques, avec des relais de transmission, etc., etc. Donc, c'est une chaîne de commande et de contrôle qui est très éprouvée, mais à la tête de quoi, naturellement, est une autorité politique, et non pas une autorité militaire, mais une autorité politique très forte, qui est Vladimir Poutine, bien entendu. La doctrine nucléaire russe, aujourd'hui, nous dit-on, est défensive. Ça veut dire quoi? Et ça suppose quelles contraintes pour peut-être demain passer à l'offensive, justement, c'est-à-dire utiliser l'arme en première instance? Oui. Alors, deux mots sur ce que disait le secrétaire général de l'ONU. Il disait que la guerre nucléaire, autrefois impensable, mais mon Dieu, il a oublié beaucoup de choses, cet homme, parce qu'en réalité, la guerre nucléaire était pensable dans la guerre froide et a été pensée, beaucoup plus à la limite qu'aujourd'hui, en réalité. Et la doctrine nucléaire russe, telle qu'elle a été remise à jour en 2010, en 2014, est une doctrine qui effectivement est strictement défensive, c'est-à-dire que l'outil nucléaire n'est pas un outil qui a vocation à être utilisé, et même à titre préemptif, mais uniquement un outil de dissuasion nucléaire. Qu'est-ce que nous dit maintenant l'histoire stratégique récente, c'est-à-dire les 20 dernières années? C'est qu'en réalité, alors que l'arme nucléaire était centrale dans la doctrine de défense russe au tournant du siècle dernier, parce que le pays n'avait pas confiance dans des forces conventionnelles qui étaient à peu près réduites à néant, aujourd'hui, le seuil d'emploi du nucléaire chez les Russes a sans doute tendance à s'élever du fait d'une plus forte confiance acquise notamment en Crimée en 2014 et dans la guerre syrienne, dans l'outil de défense conventionnel. Donc moins de recours immédiat au nucléaire. Par conséquent, il y a moins de chances qu'il y ait une appétence, disons, pour le recours en premier à l'arme nucléaire. Il y a un an, en tout cas 1 an et demi très exactement, la société publique qui gère le nucléaire en Russie a déclassifié les images du tir de la Tsar Bomba, comme l'ont appelé les Américains, la bombe la plus puissante jamais construite, 3000 fois la puissance d'Hiroshima. Les Russes l'avaient testée, c'était en 1961. Voyez un extrait du documentaire qui tournait à l'époque. Высота 10 500 метров. Цель видна. Сброс. Экипаж одевает защитные очки. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. В это же время с самолета, находившегося в 250 километрах от точки взрыва, был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам. В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную форму.
Испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Derrière la fantaisie de la musique, on est bien face à une perspective d'anéantissement total de l'humanité. Benjamin Haute-Couverture, la Russie a-t-elle encore investi davantage ces dernières années pour accroître sa puissance nucléaire, sa capacité de tir aussi? Quand on voit ces images effrayantes, ça nous renvoie à une époque où vous et moi n'étions pas nés d'ailleurs, de la destruction mutuelle assurée. Et donc là, il y avait une espèce de course à l'expérimentation. On parle de 50 mégatonnes, 100 mégatonnes. La plupart des armes aujourd'hui nucléaires qui sont dans les arsenaux des puissances pour lesquelles l'arme nucléaire est un outil de dissuasion sont plutôt des armes de à peu près 100 kilotonnes. La Russie a entamé, d'ailleurs à l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000, un grand mouvement de modernisation de la totalité de sa triade stratégique, c'est-à-dire la composante terrestre, la composante aéroportée et la composante navale. De telle sorte qu'aujourd'hui, il dispose de moyens qui sont fonctionnels, d'une chaîne de commandement qui fonctionne, et d'une gamme assez variée d'outils qui permettent de moduler leur politique dissuasive. Donc effectivement, l'outil militaire nucléaire russe aujourd'hui est certainement très fonctionnel. Merci Benjamin Haute-Couverture. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez nous retrouver évidemment la semaine prochaine et d'ici là sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. On se retrouve dans une semaine donc et d'ici là, très bonne semaine.